Salutations. Vous avez probablement déjà entendu parler de ce fait divers glaçant, l'affaire du cannibale japonais. De nombreuses vidéos ont traité de ce sujet à maintes reprises, reprenant le récit tel qu'il a été dicté par les médias d'époque. Appelons cela le recto. Cependant, derrière chaque éclat de lumière se cache une zone d'ombre qui peut parfois masquer une vérité dissimulée. Le protagoniste de notre histoire a-t-il bénéficié d'une faille présente au sein de la justice française? L'analyse du dossier médical permettant de déterminer si le discernement de cet individu était aboli au moment des faits, a-t-elle souffert d'une erreur de traduction, influant dans le mauvais sens la décision des juges? Tout cela est purement théorique. Il s'agit du verso. Issei Sagawa naît le 26 avril 1949 à Kobe, au Japon. Né prématuré, il souffrira de nombreux problèmes de santé de ce fait. Son père, Akira Sagawa, diplômé de l'université de commerce de Tokyo, deviendra plus tard le président de la Kurita WI, entreprise qui pèse alors en milliards de yens. Très jeune, Issei Sagawa aurait été atteint d'une encéphalite japonaise qui lui aurait presque coûté la vie. L'agent responsable de l'encéphalite japonaise est un virus transmis par un moustique qui provoque très généralement la mort ou cause des séquelles neurologique grave. Retenez bien cette information, elle est primordiale. Le jeune Sagawa, d'une corpulence frêle, continue alors son bout de chemin et développe très rapidement un penchant pour l'anthropophagie. Fan de l'actrice Grace Kelly qui deviendra princesse de Monaco, il ressent un désir obsessionnel envers les jeunes femmes de type caucasien, nourrissant des fantasmes de consommer leur chair. Il passe à l'acte pour la première fois à l'âge de 23 ans à Tokyo, lorsqu'il s'introduit dans la chambre d'une jeune fille allemande dans le but de la dévorer. Fort d'un physique d'un peu plus d'1,50 m pour moins de 40 kilos, il se fera vite maîtriser. Accusé de tentative d'agression sexuelle, la plainte à son encontre sera retirée suite à un arrangement financier avec la victime. Quelques années plus tard, Sagawa s'installe en France en 1981, où il étudie la littérature. C'est ici qu'il croisera la route de sa première malheureuse victime, René Hartwelt. Cet homme est un anthropophage. Il s'appelle Issei Sagawa, japonais né à Kobe il y a 32 ans. Jeudi dernier, il a tué d'une balle dans la tête sa camarade de faculté, René Hartwelt, une Hollandaise de 25 ans. Puis il a dépecé le corps, l'a conservé chez lui jusqu'à samedi soir, et pendant ces 2 jours, à plusieurs reprises, il a mangé des morceaux de la chair de sa victime. Lorsque les policiers l'ont arrêté hier soir, il y en avait encore dans son réfrigérateur. Sagawa avait connu René Hartwelt au centre de Sancier où il étudiait la littérature comparée. Elle le considérait comme un bon camarade, mais lui était amoureux et la poursuivait de ses avances. La Hollandaise était sage. Jeudi, une fois de plus, elle a repoussé Sagawa. Il l'a tué, et c'est en voulant se débarrasser des restes de sa victime au bois de Boulogne que le Japonais a été repéré par des témoins et par le chauffeur de taxi qui l'y avait conduit. Là, en face du chalet des îles, il avait tenté de jeter ses 2 valises dans le Grand Lac, samedi vers 20h30, mais il a été vu et les valises sanglantes sont restées sur la berge. La police a été aussitôt avertie, l'enquête a donc été courte. On l'a accueilli hier soir chez lui, rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de Paris. Les preuves étaient accablantes. Et cette nuit, ici, au quai des Orfèvres, Sagawa a tout avoué. Et il a dit que ses désirs sexuels avaient toujours été accompagnés de pulsions anthropophagiques, mais que ces pulsions disparaissaient avec l'assouvissement de ses désirs. Alors la résistance de la pauvre René Hartwelt aurait donc été la cause du meurtre et de l'accomplissement horrible de ses instincts les plus sauvages. Meurtre avec préméditation. Sagawa risque gros. Cependant, dans les affaires criminelles, sont diligentées des expertises psychiatriques pour déterminer si la personne, au moment des faits, était dans son état normal. Dès lors, en cas d'état de démence, comme le mentionnait l'ancien article 64 du code pénal, l'individu ne pouvait pas être jugé. Et je pense que vous le voyez venir, mais c'est à cette conclusion que sont parvenus les experts psychiatriques français en analysant le dossier de Sagawa. C'est alors que le juge d'instruction en charge de l'affaire, Jean-Louis Bruguière, prononcera alors un non-lieu en s'appuyant sur ces rapports. Décision qui sera extrêmement lourde de conséquences pour la suite des événements. J'y reviendrai un peu plus tard. C'est alors que se pose la question suivante. Sur quels éléments se sont basés les experts psychiatriques français pour rendre une telle décision? Quelque chose cloche et il s'agit de la maladie qu'a contracté Sagawa lors de son 2e anniversaire. Lorsque l'on entend les médias français et recherche le web français en lien avec cette affaire, l'on entend que Sagawa aurait développé une encéphalite japonaise, ce qui ne semble pas être le cas du côté du web anglais et japonais, où l'on parle clairement d'une entérocolite. L'entérocolite n'a absolument rien à voir avec l'encéphalite, dans le sens où elle ne laisse en aucun cas des séquelles neurologiques, de sorte que Sagawa serait un être tout à fait sain d'esprit, et c'est d'ailleurs à cette conclusion que parviendront les experts japonais. J'y reviendrai plus tard. Mais alors, que s'est-il réellement passé? Est-ce une erreur de traduction?
traduction? Une erreur du médecin? Ce simple fait aurait-il pu influer la décision du juge dans le prononcé du non-lieu, entraînant ainsi une grande injustice pour la famille de la victime? N'ayant eu accès à aucune pièce du dossier, il m'est très difficile de l'affirmer. À partir de cet instant, Sagawa est donc libre, mais trop dangereux pour être laissé en liberté. Il est donc interné en hôpital psychiatrique durant 1 an en France, avant d'être renvoyé au Japon grâce à la défense de son avocat, Maître Lemaire Philippe. Son avocat explique le pourquoi d'une telle décision. Tout d'abord, il était anormal qu'il soit à la charge des contribuables français. Il y a une décision définitive de non-lieu parce qu'il est infirme mental et dans ces conditions, il n'y avait aucune raison de le conserver. Il faut qu'il soit soigné au Japon, parmi des médecins japonais, par des gens de sa culture, par des gens qui vont essayer d'extraire de lui ce qu'il a effectivement d'inquiétant. Mais je vous l'ai dit, il s'agit d'anomalies mentales et je ne sais pas si on y arrivera. Une fois arrivé au Japon, il est interné dans un second hôpital psychiatrique, à Tokyo, où les médecins ne décèleront qu'un simple trouble de la personnalité, tout en admettant qu'il aurait pu être jugé pour son crime par les tribunaux japonais. En parallèle de cela, les débats se font houleux au Sénat. En témoigne cet échange entre le sénateur Monsieur Édouard Bonnefou et le ministre de la Justice de l'époque, Monsieur Robert Badinter. Il y a 3 ans, un crime monstrueux a été commis à Paris. Immédiatement après, je vous demandais, dans une question orale, de ne pas laisser un cannibale échapper à la justice. Pourquoi a-t-il fallu de si longs mois pour instruire une affaire aussi simple dans laquelle l'auteur de ce crime barbare avait immédiatement tout avoué? Comment un non-lieu a-t-il pu être prononcé? Comment un crime si atroce a-t-il pu rester impuni? L'article 64 du code pénal selon lequel l'infraction n'est pas constituée lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l'action, pouvait-il s'appliquer en pareil cas? Peut-on en effet prétendre un seul instant que ce dernier qui a avoué spontanément avoir depuis longtemps envie de manger de la chair humaine était au moment du meurtre, en état de démence? Il suffisait donc, en juillet 1981, de ne pas poursuivre Issei Sagawa en France, et de l'expulser purement et simplement de notre territoire. Dans la mesure où sa présence constituait une menace indiscutable pour notre ordre public, il aurait dès lors été jugé pour son crime au Japon. Les tribunaux auraient probablement manifesté la sévérité que mérite un tel cas. Vous m'avez dit que notre arsenal juridique ne nous permet pas d'extrader l'auteur du délit ou du crime. Je remarquerai simplement qu'un arrêt du 9 mai 1962 à Paris avait été prononcé en faveur de la livraison d'un Espagnol réclamé par son pays pour avoir fabriqué de la fausse monnaie espagnole en France. Les 2 grandes victimes de cette affaire resteront une jeune fille innocente et sa famille affligée, ainsi que la justice du peuple français. Qui peut nier que l'horreur de tels actes mériterait le châtiment suprême? Je tiens à dire, monsieur Bonnefou, à quel point la démarche judiciaire est irréprochable et sans surprise. Un crime est commis à Paris, il mobilise à juste titre la sensibilité de chacun. Son auteur est arrêté, il avoue les faits qui, par leur nature même et par leur comportement tout à fait extraordinaire de l'intéressé, ne pouvaient que susciter de la part du magistrat instructeur une interrogation sur l'équilibre mental de celui-ci. Vous savez d'ailleurs, monsieur le sénateur, qu'il est de règle de toujours procéder dans les affaires criminelles à une expertise psychiatrique. C'est ce qu'a fait le magistrat instructeur. Autant que je sache, il y a eu plusieurs expertises. Ces expertises psychiatriques ont conduit le magistrat instructeur, homme au demeurant très compétent et habitué à instruire les affaires les plus difficiles, à rendre une décision de non-lieu. Pourquoi? On était en présence, selon les expertises, d'un criminel au sens matériel du terme, mais d'un dément au moment de l'action. Or, depuis 1810, la justice française ne poursuit ni ne condamne les auteurs d'actes criminels se trouvant dans un état de démence au moment des faits. Ainsi l'a apprécié la science psychiatrique, ainsi en ont jugé un magistrat instructeur puis la chambre d'accusation saisie en appel, et enfin la chambre criminelle de la Cour de cassation. Je dis donc que le cheminement de la justice a été ce qu'il devait être et qu'il est tout à fait irréprochable. Très vite, Sagawa fut libéré de l'hôpital psychiatrique de Tokyo et devint libre. Mais alors, pourquoi n'a-t-il pas été jugé par les juridictions japonaises? Car en vertu d'un principe de procédure pénale, une personne ne peut être jugée 2 fois pour les mêmes faits. Dans notre cas, la procédure pénale était arrivée à son terme en France, un jugement définitif ayant prononcé le non-lieu. Dès lors, Sagawa ne pouvait plus être jugé au Japon pour ces mêmes faits, entraînant pour la famille de la victime un grand sentiment d'injustice
justice. C'est pour cela que le débat entre les sénateurs Bonnefou et le ministre de la Justice Badinter est intéressant, car en l'occurrence, le ministre Badinter le dit très bien, la justice française, indépendante, dispose de moyens d'enquête, d'outils d'analyse et de répression pour que la décision prise soit la plus pragmatique possible. Néanmoins, lorsque l'on observe les conséquences d'une telle décision, l'on ne peut que s'interroger sur le fait de savoir si notre justice est réellement juste. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à son terme. Sachez que j'ai mis sur le côté un bon nombre d'éléments pour aller à l'essentiel, pour éviter d'avoir une vidéo de plus d'1 heure. Je rappelle également que vous pouvez connaître vos droits en posant votre question juridique sur notre site web, mais également tenter de régler votre litige à l'amiable. Ce site est provisoire, notre nouveau site internet est en cours de développement, arrivera très prochainement. Je vous dis à la prochaine, salut.